Ça y est, je me lance dans une vidéo sur la stabilisation du mental. C'est un sujet qui me tient très très à cœur. D'abord parce que c'est vraiment une pierre angulaire de la pratique taoïste. Il y a trois grandes stabilisations à opérer. Il y a la stabilisation du mental, il y a la stabilisation de la caméra, il y a la stabilisation du mental, il y a la stabilisation de la respiration et la stabilisation du corps. Et voilà, on va commencer par la stabilisation du mental. Peut-être qu'on a déjà beaucoup parlé de la stabilisation du corps et c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans le Tai Chi. Donc j'ai pas eu l'occasion de parler vraiment d'autre chose. C'est un sujet d'actualité parce que on vit une période difficile et il y a énormément de communication par l'émotionnel, la spécialité d'Internet. Donc du coup, on mouline beaucoup. Dans ces périodes difficiles, en fait, c'est vraiment le moment propice pour travailler sur le mental et à stabiliser le mental. Vous vous doutez un peu de là où je veux en venir. Alors ça, il y aura des liens avec la méditation, bien sûr, mais en fin de compte, la stabilisation du mental, pour un pratiquant taoïste, c'est important pour tout. Pour le qigong, pour le tuai shou, pour quand on fait la cuisine. Et pour les arts internes, pour le Neigong, c'est très important parce que, alors de quel mental est-ce qu'on va parler, ça va être important de le définir. Et vous me voyez un petit peu venir, toutes ces pensées compulsives qu'on a, ce mental aussi qui est directement lié avec l'émotion, ça crée un brouillard et assez opaque. Et donc du coup, on n'a pas accès aux merveilles que le taoïsme propose de découvrir. Comme par exemple le corps énergétique, puisque c'est ce qui va occuper, je pense, la plupart d'entre vous dans votre travail du tai chi. On peut néanmoins pratiquer le tai chi avec bonheur et le qigong avec bonheur si on n'a pas un mental stabilisé comme un grand maître zen. Hein. Mais si on veut vraiment progresser dans la voie de l'énergie interne, si on veut acquérir des habiletés martiales qui se développent réellement à partir de notre bagage énergétique, si on veut se développer spirituellement, on doit passer par la stabilisation du mental. C'est un sujet qui a été traité par plein de gens. Il y a eu des livres très à la mode. Il y en a certains qui font partie de ma littérature de chevet, qui ont été écrits par des gens qui ont véritablement fait une expérience de ce mental parfaitement stable et qui peuvent s'en remettre au pouvoir du moment présent, pour ne pas en citer certains. Il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet en réunissant plusieurs auteurs, philosophes, des médecins, des moines tibétains qui se retrouvent autour d'une table pour parler de méditation, par exemple. Et souvent, on reste un petit peu sur notre faim, même si c'est des lectures qui nous rendent, qui nous, par résonance, qui nous font goûter à l'éveil qui est proposé. Après, on se retrouve un petit peu seul et démuni. Quand on dit ces bouquins qui sont écrits par des gens d'origine différente et que par hasard dedans il y a un moine bouddhiste par exemple, comme des bouddhistes tibétains, il y a un petit malaise qui commence à apparaître. On sent que le moine bouddhiste, en fait, il a des outils, il a une tradition, il sait exactement de quoi il parle, son langage est complètement orienté vers le développement spirituel, vers l'illumination. Et donc, du coup, cette stabilisation du mental, elle n'est pas identifiée exactement comme les autres le font. Et elle ne poursuit pas le même but que celui du psychiatre qui veut détendre sa clientèle, les gens qui souffrent d'une activité trop importante du mental. Il ne poursuit pas les mêmes buts que le philosophe qui cherche
une paix intérieure pour simplement habiter un peu mieux ces moments de vie de tous les jours. Et donc, ça va être important pour cette vidéo, pour ces vidéos, parce qu'il y en aura 3 justement, sur stabiliser le mental, qu'on définisse bien de quoi on parle. Il y en aura 3. Il y en aura une sur le contexte, d'où vient la théorie dont je vais parler dans cette première vidéo. Donc contexte et théorie. Il y en aura une deuxième qui va énoncer les outils, de manière à ce qu'on voie bien en relief cette bestiole qui s'agite, qui est le mental compulsif. Et puis une dernière qui sera un petit exercice pratique, une espèce de méditation guidée. Et j'aimerais beaucoup qu'à travers ce parcours-là, vous réussissiez à observer. Alors par exemple pour moi, je parle souvent d'un lieu, mais d'autres vont parler d'une fréquence, d'un niveau de conscience, d'un état, d'un ressenti. Peu importe, chacun a ses canaux pour rentrer là-dedans, et puis surtout après pour communiquer. Et donc, j'aimerais que vous identifiez bien cette zone de mental stable pour que vous puissiez la retrouver facilement. Alors, quand vous êtes assis en méditation, mais à d'autres moments de la journée, et que vous puissiez vous entraîner à y rester le plus longtemps possible. Ça, une fois que la zone est identifiée, ça va être un travail d'endurance. Et ensuite, sur cette base-là de porte qu'on va pouvoir tenir ouverte suffisamment longtemps pour voir ce qu'il y a de l'autre côté, ça sera encore une autre chose qui sera de l'ordre plutôt du placement intérieur et placement extérieur qui font que on va découvrir des choses à travers cette porte qu'on va pouvoir maintenir ouverte. Alors le contexte, en fait, tout ce dont je vous parle est issu du taoïsme Chuanzhen. Alors moi-même, j'ai été initié dans une école castique qui était liée aux arts martiaux, qui était une école taoïste, et dans cette école-là, l'essentiel du travail était l'ordre de l'alchimie interne. Quand on dit alchimie interne dans ce genre d'école-là, c'est tout un travail avec l'intention, j'ai même envie de dire la volonté, parce que c'était vraiment souvent forcé comme travail, pour provoquer des réactions énergétiques à l'intérieur du corps. Ça ne m'a pas franchement réussi, et puis quand j'ai eu des soucis avec cette pratique-là, je n'ai pas trouvé de réponse. Et donc, c'est une école qui était à Taïwan. Je suis parti en Chine populaire pour retrouver l'origine de cette école-là qui se disait être issue du courant Longmen. Le courant Longmen, Longmen ça veut dire porte du dragon. Le courant Longmen est un des 7 courants monastiques chinois qui viennent donc le courant monastique chinois. C'est une grande école qui s'appelle le Chuanzhen, la complétude de l'authentique. Et dans cette grande école, il y a 7 courants principaux. De ces 7 courants, il y a encore plein de petites divisions. On retrouve ça aussi dans le bouddhisme tibétain ou dans certaines écoles Chan. En fait, les 7 patriarches étaient tous des disciples du créateur. La création du Chuanzhen date du XIIe siècle. Donc l'orientation Chuanzhen est quand même très claire. Elle a 2 aspects qui la distinguent d'autres courants taoïstes. Le premier aspect, on l'appelle aussi quelquefois la doctrine Sanjia. Sanjia, ça veut dire que dans le taoïsme Chuanzhen, même si on va dire comme ça pour dire des chiffres, mais ça a relativement peu de sens, mais 60% de l'enseignement est taoïste, et il y a 20% de bouddhisme et 20% de confucianisme dedans. Et donc, c'est une école qui s'emploie à montrer l'unité de ces 3 sagesses
chinoise, donc le bouddhisme Chan et le confucianisme. Le bouddhisme Chan, c'est le bouddhisme à la chinoise. Et voilà. L'autre particularité de cette école, c'est que c'est une école quiétiste. Elle est plutôt dans le nord de la Chine, et les écoles taoïstes du nord ne travaillent pas autant avec l'intention pour provoquer des réactions énergétiques à l'intérieur du corps. C'est plutôt dans le sud qu'ils sont spécialistes de ce genre de technique. Dans le nord, on essaye de se placer, de se positionner intérieurement, extérieurement, pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Et ça va être vraiment le fruit de la quiétude qui va tout d'un coup pouvoir se manifester. Et c'est à cette manifestation-là qu'on se nourrit et qu'on trouve aussi le guide pour pouvoir avancer dans la voie. C'est assez proche du bouddhisme Chan pour finir, comme en tout cas pour le point de départ. Il ne faut pas oublier que c'est le courant taoïste monastique le plus important de Chine. En Chine, il représente depuis des siècles le taoïsme, alors à l'époque auprès de l'empereur, maintenant auprès du gouvernement chinois. Le siège de l'association taoïste chinoise qui regroupe tous les courants taoïstes est au Baiyunguan, au monastère des nuages azurés, nuages blancs à Pékin. Et donc c'est vraiment une école de référence, l'école Chuanzhen. Donc je suis allé en Chine pour comprendre pour comprendre ce qui n'allait pas, découvrir qu'il me manquait des bouts de la pratique. Et donc d'abord j'ai été initié au courant Longmen, au courant de la Porte du Dragon, dans le Yunnan. Et parallèlement, j'avais déjà une maître dans un autre courant de l'école Chuanzhen qui s'appelle le courant Qingjingpai, le courant de la clarté et de la quiétude. Et c'est là, auprès de cette maître, que j'ai pris la coiffe et l'habit et que je suis devenu abbé Chuanzhen. Donc, c'est important de préciser que tout ce que je vous dis est teinté par cette origine, par cette culture-là qui est ma culture taoïste. Je ne suis pas très fort en syncrétisme. Et puis même si j'ai lu plein de choses sur le bouddhisme, sur les chakras, sur la pleine conscience, la vérité c'est que j'ai jamais rien pratiqué à fond d'autre que le taoïsme, donc je ne peux pas vous parler d'autre chose, tout simplement. Donc mon langage, je vais le préciser chaque fois, qu'il est vraiment strictement taoïste et lié à cette manière de voir les choses. Il y a eu un taoïste qui a inspiré beaucoup cette pédagogie dans laquelle je suis tout débutant. Et il s'appelait Liu Yiming. C'est un grand maître taoïste du XVIIIe siècle. Alors que le taoïsme Chuanzhen à ses débuts était assez confus. Il y avait des écrits, mais il n'y avait pas le désir véritable de formaliser les choses pour en créer une école. Et ça a perduré pendant un certain temps de cette manière-là. Si on regarde le Taozhang c'est la Bible taoïste. Eh bien, c'est une quantité extraordinaire d'ouvrages extrêmement différents qui portent sur la médecine, sur l'astrologie, sur l'astronomie, sur la stratégie, sur la poésie, la spiritualité. Enfin, c'est vraiment un corpus immense. Liu Yiming, il a eu la vertu de clarifier pas mal les choses, surtout au niveau du travail interne, de l'alchimie et du Neigong. Et donc, il a facilité après la transmission de ces enseignements-là. Donc, il y a beaucoup de choses que je vous explique qui font référence directement aux enseignements de Liu Yiming.
soit parce qu'ils m'ont été transmis comme des enseignements de Liu Yiming, soit parce qu'ils ont simplement inspiré les gens qui m'ont enseigné. Je vous mettrai un petit lien en dessous de la vidéo sur YouTube avec les noms de deux universitaires qui ont bien servi la traduction des ouvrages de Liu Yiming. Excusez-moi. Liu Yiming, il a vraiment très très bien distingué toutes ces histoires de nature acquise et de nature innée ou de nature véritable. Il a aussi posé toute cette problématique du corps émotionnel qui va engendrer une pensée émotionnelle, une pensée émotionnelle qui, par le chi, ça va être le vecteur, va influencer le corps émotionnel, qui va influencer via le chi la pensée émotionnelle, et qui a décrit tous ces cycles, ces cercles vicieux dont il est tellement difficile de sortir. Il a aussi énoncé une chose assez importante qui s'appelle Shangde et Xiade. C'est deux formes de vertu que l'on peut avoir de notre naissance. La première, Shangde, qui est la vertu supérieure, concerne les êtres qui naissent sans avoir été séparés de leur nature originelle. Ils en gardent tout le temps le souvenir et la conscience. Et donc, ça donne très rapidement des éveils spontanés. Ça peut être aussi des gens qui, sous la surface, dans une toute petite couche sous la surface, ils peuvent avoir accès à cette nature primordiale. Et si dans leur vie, il y a des couches qui se mettent dessus, à un moment donné, il y a une souffrance intense, et de nouveau, il y a un éveil spontané. Alors, tout ce que je vous annonce est plutôt de l'ordre de l'éveil graduel, de la méthode graduelle, donc ça concerne les gens qu'on dit Sirade, c'est-à-dire de la vertu inférieure, dont je fais partie, peut-être vous aussi, et qui ont besoin de travailler pour y arriver. Voilà. Il est connu pour ses écrits, entre autres des écrits extraordinaires sur le I Ching, des écrits aussi sur Sioti, sur le voyage vers l'Est, qui est cet ouvrage qui compte les histoires du singe pèlerin. Il a beaucoup écrit là-dessus parce qu'il maîtrise très très bien la symbolique. Et donc, il stipule et il fait la démonstration que cette légende est avant tout une manière de décrire le parcours, le voyage interne du pratiquant de Neigong. Il a aussi écrit une chose qui est très connue des taoïstes, qui est un complément en quelque sorte des préceptes. C'est la liste des 49 empêchements à la stabilisation du mental et à l'évolution vers un éveil spirituel. Ces 49 empêchements, je vais vous les mettre dans un fichier, je les ai traduits aujourd'hui. Et vous les regarderez. 49, c'est 7 x 7. C'est important à souligner, parce que tout à l'heure, on verra de nouveau ce chiffre 7 qui va apparaître dans un autre propos. Et donc, juste pour vous rappeler que 49, c'est un chiffre magique pour les taoïstes. Donc, quand vous les lirez, quelquefois, peut-être vous trouverez que certains de ces empêchements font redondance. Redites, en fait, je pense qu'il a un peu arrangé les pinceaux pour qu'on arrive à 49 empêchements. Mais lisez-les bien. Ça va résonner avec une vieille expérience judéo-chrétienne, c'est-à-dire que peut-être vous allez trouver ce propos extrêmement moralisateur et vous allez l'entendre en tant que bien et mal, et un peu comme une liste des péchés
véniel. Et en fait, c'est pas du tout ça. On en a déjà parlé dans les premières vidéos. C'est chaque fois, il vous présente un lieu que vous devez observer. Et puis, si vous observez bien ce lieu, vous allez vous rendre compte à quel point, si si vous tombez dans cet empêchement-là, à quel point en fait ça vous crée un brouillard, à quel point ça vous retient euh, dans votre évolution vers votre vraie nature, à quel point vous changez de fréquence. Et donc il faut trouver le moyen d'éviter ces empêchements. Euh, J'imagine que vous êtes déjà assis en tailleur. J'ai souvent des élèves qui me disent non mais c'est pas possible, je continue tout le temps de penser à des trucs. Comment faire la paix à l'intérieur de soi? C'est difficile. C'est vraiment difficile parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a un cycle permanent qui fait qu'il y a des mémoires qui vont continuer de s'exprimer. Et quand elles s'expriment, ces mémoires, elles vont générer une pensée qui va générer des émotions, et ces émotions vont s'engrammer, et donc vous allez toujours vous conforter à une identité acquise. Et arrêter de penser sera de l'ordre d'une petite mort, parce que vous allez devoir laisser une partie de cette personnalité acquise, et puis eh ben, elle tremble de peur. Et le seul moyen d'exister, c'est de continuer de penser. Je vous ai fait un petit dessin, aussi pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Alors, mes élèves de Tai Chi les connaissent déjà, ce dessin, un petit peu simplifié, parce que quand je le fais pour mes élèves de Tai Chi, je ne mets pas le carré ici, je mets ces deux traits, et puis j'utilise ce graphisme pour expliquer l'homme tendu entre le ciel et la terre, dans cette verticalité extraordinaire. Il a comme devoir d'agir dans l'horizontalité, en s'inspirant de cette verticalité. Alors là, le propos est un petit peu plus complet. Je vous ai dit que les Chuanzhen, on disait aussi les Sanjia, les trois familles. Et donc, ça veut dire que le confucianisme est utilisé dans l'enseignement, dans cet enseignement taoïste-là. Et ça s'appelle le diagramme de Manzi. Ceux qui connaissent un petit peu l'histoire chinoise, l'histoire des sages chinois, évidemment, savent que Manzi était un des plus grands confucianistes. Et il a écrit énormément de choses. Donc, je ne sais pas si cette paternité a été prouvée, mais voilà, on l'appelle le diagramme de Manzi. Ici, vous avez 7 étages. C'est pour ça que j'ai attiré votre attention là-dessus. Avec aussi un petit arrangement que j'aime bien souligner ces petites choses pour démystifier. Et comme ça, on garde vraiment l'attention sur ce qui est important. Ici, ce premier secteur-là, c'est une conscience, on va appeler ça la conscience primordiale. Elle est en lien avec Wuti. Alors, Wuti, c'est important à comprendre. Alors peut-être qu'il faut que j'attende que vous ayez pratiqué un tout petit peu avant de vous balancer des choses comme ça, mais le Tao, il n'a jamais rien créé. Alors qu'est-ce que c'est que le Tao? On ne va pas rentrer là-dedans parce que d'abord, je vais me sentir mal de vous l'expliquer. Donc lier le Tao Te Ching et à force de lecture et de pratique, les choses vont vous apparaître, mais le Tao n'a jamais rien créé. Ah oui, mais il est à l'origine de tout. Oui, il est à l'origine de tout, mais il n'a jamais rien créé. Parce que créer, ça implique d'être dans un espace-temps qui est linéaire. N'est-ce pas? Qu'il n'y a pas de création, puis une création. Et ça, c'est notre problème à nous. Ce n'est pas le problème du Tao. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons, il a été produit par votre conscience. Tel que vous l'appréhendez, tel que vous vivez au jour le jour, il a été produit par votre conscience. Et votre conscience, eh ben, elle se confond avec Wuti.
quand elle est à ce niveau-là. D'accord? Wuji, ça veut dire, on va reprendre le mot Wu un peu plus tard, absence d'axe. Dire que Wuji, c'est un peu comme un... C'est pas vraiment un chaos primordial parce que les choses sont distinctes mais non séparées, non articulées. Et dans ce Wuji, un beau jour, il y a le Taiyi, la grande intention qui naît. Et quand cette grande intention naît, alors elle va produire, ou instantanément se produit le Taiji de Taiji Chuan, qui est l'axe autour duquel le yin et le yang va s'ordonner. Et donc, comme on dit en chinois, le 1 engendre le 2, le Tao engendre le 1 engendre le 2, et le 2 engendre la multitude de manifestations. Donc, là, pour qu'on puisse se manifester, il va falloir se densifier, descendre. Tout phénomène énergétique, en fait, l'énergie est toujours la même. C'est exactement comme l'eau. Elle est à l'état d'eau. Excusez-moi, c'est tard ce soir. Elle est à l'état d'eau. Quand on la cuit, ben, elle devient vapeur. Puis quand elle gèle, eh ben, elle devient glace. Mais c'est toujours de l'eau. Et donc le chi, c'est la même chose. Ici, il y a une densification qui va s'opérer. Ici, on a le mental qui n'est pas encore aux prises avec le monde duel. Comment dire ça? Ici, on est avec un mental qui est lié à notre nature véritable. D'accord? Ici, c'est l'être humain dans sa relation tertielle. Ça implique que là, les 5 mouvements liés aux 5 organes sont en place. Vous avez vu que il y avait un lien entre les 5 mouvements, les 5 organes, des vertus. Hein. Cette qualité vertueuse précède l'apparition des organes. Et puis, quand ces vertus sont falsifiées, c'est pas le mot, dégradées, ça devient des poisons. Et c'est les émotions. D'accord? Donc là, on descend de plus en plus. Tout ça, ça s'incarne dans la chair. Et on dit aussi, pour certains, que ce niveau-là, le 4e niveau, c'est aussi le niveau du méridien d'acupuncture. Ici, c'est la conscience duelle. On a yin-yang. Là où je voulais en venir, c'est que c'est la conscience duelle. D'accord? Ils ont séparé yin et yang. Ils auraient pu les laisser ensemble parce qu'autrement, ils n'arrivaient pas à 7. Enfin, moi, je sais ce que je soupçonne. Ils aiment tellement ce chiffre. Et donc, évidemment, ben, ça, c'est le piège qui fait qu'on voit toute la réalité, tout ce qui nous arrive à travers ce prisme dualiste. Et donc, du coup, inexorablement, on tombe dans les dimensions les plus basses de notre être. Et une fois qu'on est là-dedans, ben, c'est dur de remonter jusque-là. Pourquoi c'est dur de remonter jusque-là? Parce que vos pensées génèrent des émotions, les émotions s'engramment dans votre corps, ces mémoires se réactivent à tout bout de champ, elles font naître des pensées, ces pensées vont amplifier les émotions, et enfin voilà quoi, on ne va pas s'en sortir. Et pourtant, on fait des vidéos sur la stabilisation du mental. Alors, oui, si on a bien compris, donc il y a cette histoire des 5 poisons. En fait, les 5 poisons, ils sont générés par les 5 voleurs. Et les 5 voleurs, c'est les 5 sens. Alors, on entend ça et tout de suite, alors on s'imagine déjà dans un couvent au XVIe siècle à se flageller.
parce qu'il faut une certaine mortification pour pouvoir avancer. Non, non, en fait, c'est pas ça. Il y a une jolie histoire de Chuang-Tzu, c'est dans le chapitre 7 du Chuang-Tzu. Si le taoïsme vous intéresse, mais lisez Lao Tzu, lisez Chuang-Tzu, lisez Lié Tzu. Ils sont tous les trois dans un magnifique ouvrage de la Pléiade qui s'appelle Les philosophes taoïstes. Donc c'est facile d'accès. En plus, c'est des très très bonnes traductions, mais ça va être une découverte merveilleuse si ce n'est pas déjà le cas. Et Chuang-Tzu, dans le chapitre 7, il parle de l'empereur des mers du Sud et de l'empereur des mers du Nord qui se rencontrent. Nord, Sud, Yin, Yang, d'accord. Et puis, il parle de leur connaissance et il cite empereur du centre qui est Hundun. Hundun, c'est le chaos primordial, d'accord. Et c'est aussi, oui, je sais, c'est aussi une très bonne recette de ravioli que vous avez mangé à la maison. Et, des raviolis qui nagent dans la flotte comme ça, puis quand on les met dans la bouche, on a la peine à sentir les limites des raviolis. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Hundun. Et donc, il parle de ce chaos primordial, de Hundun, et puis il ne tarisse pas d'éloges à son propos. Il se dit c'est vraiment quelqu'un qui nous reçoit toujours tellement bien, il est toujours tellement généreux, il a vraiment une générosité sans limite. Comment le remercier? Et puis du coup, ils ont une super idée parce qu'en fait, Hundun n'a pas les 7 orifices. Ces 7 orifices, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, avec une chignole, ils lui font les 7 orifices, un par jour. Et après 7 jours, Hundun meurt. D'accord? Alors, quand on lit ça, on se dit, il faut scalfeutrer les sens parce que on va en mourir. Non, en fait, c'est pas tellement ça. C'est que les sens peuvent nous guider sur la voie dualisante, et la voie de la séparation. Quand on travaille sur la stabilisation du mental, la méditation assise, c'est formidable. On a les sens tournés à l'intérieur. Et quand on travaille la méditation marché, quand on va se promener en forêt, quand on travaille la méditation marché, on a une petite pratique, je ferai une petite vidéo une fois sur la méditation marché si ça vous intéresse. Et là, on maintient tous les sens à l'affût. Tous les sens à l'affût, mais en même temps, un mental stable. C'est-à-dire que nos sens voient tout, entendent tout, ressentent tout, mais nous ne nommons rien. Pas mal comme distinction. Réfléchissez-y. Alors, toujours est-il que quand vous serez assis, vous aurez plein de pensées, c'est normal, qui vont vous assaillir, et que si vous voulez vous attaquer à ça, et puis que vous hurlez fort, stop, et puis que vous essayez de les tenir comme ça pour pas qu'elles bougent dans tous les sens. Hein. Il y a des images que reprennent les taoïstes aussi, mais qui sont d'origine bouddhiste, celle du cheval fou qu'on essaie de tenir, ou celle du singe qui saute dans tous les sens. Alors, il y a plusieurs techniques, on peut penser à autre chose, fixer son attention sur la respiration, par exemple. Alors, les taoïstes vont vous dire, mais ça va marcher un moment, mais ça ne va pas durer. Pourquoi ça ne va pas durer? Parce que vous n'êtes pas au clair avec toutes ces mémoires émotionnelles. Alors, comment être au clair avec toutes ces mémoires émotionnelles? Prendre des préceptes, observer les empêchements, s'observer dans ces empêchements. C'est une espèce d'analyse. Hein. Travailler les daoïnes pour ouvrir le corps, le relâcher, aller chercher des structures de plus en plus profondes. Pendant la méditation aussi, quand on travaille sur le scan du corps, on va pouvoir aller de plus en plus profondément
et on pourra sentir les émotions vraiment d'une manière de plus en plus fine au moment où elles démarrent. On va découvrir les émotions qu'on ne se connaissait pas, parce que simplement elles s'exprimaient de manière trop douce pour qu'on les entende. Et donc ce nettoyage-là, il va se faire à travers ce travail-là. On en parlera dans la deuxième vidéo. Mais ce qu'il va falloir qu'on développe comme attitude, puisque la volonté, elle sera toujours entachée de notre nature, du ciel postérieur, notre nature acquise, d'accord? Donc, avec un outil comme ça, on ne peut pas s'élever vers cette conscience pure et première. Le seul moyen, c'est de poser les armes et d'adopter la stratégie du Wu Wei Dao. Le Wu Wei Dao, c'est la voie du non-agir. C'est comme ça qu'on l'a traduit. Et le non-agir, c'est assez difficile à traduire. Agir, bon, on va garder ça comme ça. Par contre, la négation de l'agir, c'est un peu un problème. Ce mot Wu, je me rappelle une fois, je mangeais sur une terrasse de café avec un copain théologien qui commençait à soupçonner ma passion pour le taoïsme et les pensées et les sagesses asiatiques. Et tout d'un coup, il m'a dit, mais tu sais, le problème avec les grandes sagesses asiatiques, là où tu vas t'égarer, c'est le néant. Et il parlait de Wu. Et évidemment, en tant que théologien, ça le terrorisait complètement. On ne pouvait pas s'en remettre au néant. Et c'est juste qu'il ne connaissait pas bien ce terme, mais je le comprends, il est traduit de cette manière-là, donc je comprends que ça fasse peur. Si on prend l'origine du sinogramme qui exprime Wu, on découvre un petit montage pictural qui décrit 40 gaillards qui rasent une forêt par le feu. Et ça, c'est issu d'une culture, de la culture d'un peuple qui un jour a renoncé au nomadisme pour la sédentarisation. Et donc, c'est devenu des paysans. Et ils ont bien vite compris que le meilleur moyen de défricher une forêt pour en faire une terre arable était de la brûler. Et une fois que la forêt est brûlée, qu'est-ce qu'on constate? On a une terre à qui on a redonné tout son plénipotentiel. C'est de la redondance. À qui on a redonné son plénipotentiel. Ça veut dire que sur cette terre-là, ce que vous allez jeter, ça va pousser. Vous allez pouvoir l'observer. C'est un tabula rasa. Donc le propos de la voie du non-agir, c'est d'arriver à une tabula rasa pour qu'après ce qui doit pousser puisse s'exprimer. Alors on va découvrir quel outil on peut utiliser pour faire de notre travail sur la stabilisation du mental un travail qui va utiliser le Wu Wei Dao comme principe premier. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair et que vous savez maintenant bien dans quel contexte on va évoluer et que vous avez un petit début de définition de ce à quoi on va s'attaquer et que vous ne serez pas affolé à l'idée qu'on va s'en prendre à vos capacités intellectuelles et à vos capacités de penser. Le mental, c'est une chose formidable. Continuez de penser, ayez des belles pensées. Voilà. Par contre, on va mettre un petit peu d'ordre dans les pensées compulsives et on va se donner le droit de ne pas penser par moment. Voilà. Bonne soirée.